Bienvenue à toutes et à tous. Je remercie Laurent Vanna qui nous fait l'honneur pour la 7e fois de venir présenter en exclusivité et en avant-première son rapport international du tourisme de la neige et de la montagne. Un rapport très attendu qui permet effectivement d'avoir un panorama très chiffré et très détaillé du tourisme de la neige et de la montagne. Vous rappelez également que Mountain Planet, c'est tous les 2 ans. Ce sera l'année prochaine à Grenoble, du 16 au 18 avril. Mais sans attendre le prochain salon, vous annoncez également la sortie très prochainement de l'Innovation Book numéro 3, qui est un recueil des acteurs, bien des acteurs, de tous les fournisseurs, de tous les opérateurs qui agissent pour la montagne de demain. Comme vous le voyez à gauche de l'écran, For Sustainable Innovations, Mountain Planet se veut le rendez-vous de toutes les innovations présentes et futures, et surtout la mise en avant de tous les acteurs, de tous les fournisseurs de l'aménagement de la montagne qui préparent les territoires de demain. Donc c'est très important pour nous de continuer sur cette lignée. Et sans plus attendre, je remercie Laurent pour son prochain exposé. Donc, comme l'a dit Alexandre, n'hésitez pas à déposer vos questions dans la rubrique questions et réponses. Et après la présentation de Laurent, on prendra un temps de lecture des questions et de réponses. Merci Laurent et merci à toutes et à tous pour votre participation active. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ce matin en première la 15e édition du rapport international sur le tourisme de neige et de montagne. Et je vais tout de suite passer à des diapositives au lieu de mon image. Voilà. Donc, je profite aussi de remercier les supporters de la campagne de financement participatif qui soutiennent ce travail. Je remercie Mountain Planet d'avoir organisé cette vidéoconférence, ainsi que leurs partenaires Alternative Media. Donc, le rapport 2023 porte sur la saison 2021-22. Il faut bien avoir ça en tête. La saison 2022-2023 n'est pas terminée pour tout le monde. Pour certains, elle n'a même pas commencé. Je rappelle que le rapport couvre aussi les stations de l'hémisphère sud et la saison va commencer en juin dans l'hémisphère sud. La saison de ski 2021-22 est une saison qui combine des espoirs et des défis en augmentation. Alors, je vais bien sûr, comme d'habitude, vous présenter toute une série de chiffres qui sortent de ce rapport, mais je prendrai aussi du temps pour souligner la nécessité d'une approche objective et d'une finesse d'analyse. Et on ne peut pas juger l'ensemble du marché du ski d'une façon globale. Il faut vraiment approcher les choses au cas par cas. Donc, au niveau de l'offre, finalement, c'est un peu les chiffres habituels. Il n'y a pas de grandes modifications au niveau des chiffres de l'offre. De temps en temps, on peut remarquer des changements d'une année à l'autre dans le rapport, mais qui sont des fois dus aussi à des recalibrages. Il y a toujours tout d'un coup des sources d'informations plus fiables qui sortent ou des recomptages qui sont faits, qui ne sont pas forcément significatifs d'une augmentation ou d'une baisse du nombre de stations. Au niveau des remontées mécaniques, c'est sûr que là, il y a une tendance que j'ai déjà relevée. On constate une tendance à la baisse du nombre, mais pas des capacités. Finalement, on remplace très souvent 1 ou 2 téléskis par un télésiège débrayable 6 places. Donc, on en gagne en capacité, mais effectivement, au niveau du nombre des remontées mécaniques, ben ça diminue un petit peu. On a certaines stations qui deviennent un petit peu plus grandes et qui passent dans la catégorie station de 5 remontées mécaniques ou plus. On a aussi certains chiffres qui ont été révisés, par exemple pour la Chine,
J'en parlerai rapidement après. Il y a un nombre de toutes petites stations qui ont finalement été fermées parce qu'elles ne sont pas engagées vraiment dans une pérennité. Elles ont été fermées quelques années et finalement, ils ont décidé de les arrêter. Même si globalement, on a une progression encore, on a des nouvelles stations qui sortent de terre encore en Chine actuellement. Donc, si on regarde d'une façon plus fine cette offre ces 5827 stations de ski qu'on a dans le monde, c'est important de considérer que finalement, on a 4000 de ces 5000 et quelques stations qui sont des toutes petites stations de 4 remontées mécaniques ou moins. Ensuite, on a toute une série de stations qui ne sont pas beaucoup plus grandes, mais qui ont juste 5 remontées mécaniques ou un peu plus. On en a un peu plus que 1000. Et puis, après, quand on rentre dans le vrai monde de l'industrie du ski dont on parle, quand on pense aux stations et aux stations internationales, on n'a plus qu'un tout petit peu moins de 700 stations qui font entre 100 000 et 1 million de journées skieurs. Et on en a 52 seulement dans le monde qui font plus que 1 million de journées skieurs. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit, quand on parle du marché du ski, qu'on a affaire à une offre plurielle, avec des problématiques très différentes selon les stations. Et il faut faire attention aux amalgames. On pourrait dire, oui, toutes ces 4000 petites stations, c'est des stations qui ne tournent pas, qui sont en difficulté, qui sont atteintes par les problèmes du changement climatique, qui ne reçoivent pas de neige. Eh bien non, il faut regarder au cas par cas. Et je ne résistais pas à l'envie de vous montrer cet exemple d'une station en Chine qui s'appelle Yunchang Greenland, qui a 4 tapis roulants, et je fais un zoom pour que vous voyez mieux, qui arrivent à accueillir dans une journée 10 000 journées skieurs avec ces 4 tapis roulants. Vous voyez comme c'est bondé. Donc, on a même des toutes petites stations dans des cas particuliers qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des généralités. J'essaye un tout petit peu de tracer le profil des défis spécifiques de ces 4 types de stations en disant il faut quand même bien faire attention parce qu'on a partout des exceptions et des cas spéciaux. Je dirais que les petites stations et les stations moyennes ont ce défi de la vulnérabilité économique. Elles sont souvent en dessous d'une certaine taille qui ne leur permet pas d'avoir une véritable viabilité économique. La seule chose qu'elles parviennent à faire, c'est de générer suffisamment de recettes pour couvrir les dépenses du moment même, mais toute la question de l'amortissement des installations et de l'amortissement des investissements est beaucoup plus difficile à financer dans le cadre de ces petites stations. C'est sûr que très souvent, ces petites stations sont limitées à une altitude ou à un dénivelé qui est relativement modeste et qui les rend plus sujettes aux problèmes du réchauffement climatique. Et finalement, dans les petites stations, le grand défi, c'est simplement de maintenir les remontées mécaniques qu'on a en état pour pouvoir continuer à vivre, parce qu'on sait que si on doit une fois les changer, on remet en cause toute la logique de la station. Dans les stations moyennes, la problématique, c'est d'arriver justement, malgré tout, à renouveler les installations. Et puis, si maintenant je passe dans les grandes et les très grandes stations, la problématique est d'une nature plutôt plus différente. On a une viabilité économique. Là, elle est relativement correcte, même bonne dans les très grandes stations. Mais dans les stations d'une taille intermédiaire, il faut quand même travailler dur pour avoir une gestion qui permette de conserver ces équilibres économiques. On peut vite sortir des clous. Et je dirais dans les très grandes stations, le défi, l'équilibre économique étant quasiment un acquis, le défi est vraiment la transition vers l'activité 4 saisons avec des acteurs qui ne sont pas toujours motivés de la même façon, surtout dans nos stations atomisées en Europe. Il faut vraiment faire travailler tous les acteurs ensemble. Mais même là encore, dans les très grandes stations, la problématique est très, très différente. Vous avez une station comme Chamonix qui est déjà avec un équilibre entre la fréquentation estivale et hivernale. Et puis, on prend peut-être l'autre extrême, c'est une station comme Val Thorens. Mais Val Thorens n'a peut-être pas actuellement un besoin très fort de passer fortement sur du 4 saisons, même si, sans aucun doute, il ne néglige pas cela. Et donc, vous voyez que même déjà avec ça,
on a de la peine à vraiment dire chaque station, voilà le problème type d'une station de tel genre. Il faut vraiment appréhender les défis individuels et particuliers sans faire des clichés globaux. Encore un exemple que chaque station est spécifique. Vous voyez une photo qui a été prise le 4 janvier à 30 km à vol d'oiseau dans le massif du Mont Blanc. Une station sur la gauche qui a de la neige naturelle, et puis une station sur la droite qui a quasiment plus de neige et les traces qui restent, c'est de la neige qui a été produite. On est à 1700 mètres d'altitude, la même altitude, 30 km à vol d'oiseau. Donc, d'une station à l'autre, on a déjà des différences, même quand on est très proche et qu'on pourrait dire, ouais, c'est des stations qui ont la même altitude, mais qui sont au même endroit. Ben non. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut laisser des conclusions aux vrais spécialistes avant de tirer des généralités et bien veiller à relativiser les choses. Au niveau de la fréquentation mondiale, on voit aussi qu'il y a des choses qui sont très relatives. Les 5000 petites stations, donc c'était celles qui avaient moins de 5 remontées mécaniques et celles qui en ont juste un peu plus que 5, mais qui ne font pas les 100 000 journées skieurs, représentent que 26% de la fréquentation mondiale. Donc, on a 74% de la fréquentation qui est faite dans les deux derniers groupes de stations. Ce sont donc les grandes et les très grandes stations. Ce qui relativise beaucoup les choses, même si on a inéluctablement une ou deux petites stations qui sortent du marché parce qu'elles n'ont plus suffisamment de neige, parce qu'elles n'arrivent pas à renouveler leur remontée mécanique ou je ne sais quoi. Ça ne change pas grand-chose sur la fréquentation globale du marché du ski. Comme je dis, il faut relativiser les choses. Si je parle de fréquentation, eh bien, je viens avec ma diapositive habituelle qui montre l'évolution de la fréquentation. On voit qu'avec plus que 370 millions de journées skieurs, la saison 21-22 retrouve des couleurs tout à fait dans la moyenne des 20 dernières années. Vous voyez qu'en 2021, le grand trou venait, c'est la barre bleue qui devient toute petite en 2021, du fait que les stations des Alpes ont en partie été fermées ou fonctionnaient au ralenti, à part la Suisse qui était ouverte. On a perdu quasiment la moitié de la fréquentation mondiale la saison 2021. Et là, la saison ne s'est pas si mal passée que ça, globalement. Je reviens sur le détail au niveau des différents pays. On a des journées skieurs qui étaient en record dans un pays comme les États-Unis. La France qui se classe en deuxième position. L'Autriche est un peu derrière parce qu'elle a loupé le début de la saison. La Suisse s'en est bien tirée, mieux que l'Italie qui était juste derrière. L'Italie avait vraiment peur d'avoir une très mauvaise saison et finalement les choses se sont quand même mieux passées que ce qu'ils pensaient, mais il y avait des craintes encore de restrictions Covid et des choses comme ça. Et puis suivent les habituels suivants, Japon, Chine, Canada, Russie, Suède. La saison n'a pas forcément été toujours bonne pour tout le monde. Il y a certains qui ont gagné de la fréquentation par rapport à la moyenne quinquennale pré-Covid et d'autres qui en ont perdu. Alors, vous voyez un petit peu sur ce tableau les gagnants et les perdants de la saison. Comme j'ai mis, c'est un jeu à somme nulle. Les États-Unis ont vraiment eu une saison absolument record. La Chine reprend malgré tout sa croissance de la fréquentation. Mais la Suisse a fait des bons scores. La Russie est encore en croissance. Le Canada, la Suède ont eu des très bonnes saisons. La France était aussi pas si mal du tout par rapport à la moyenne quinquennale. Et puis, comme j'ai mentionné, si je descends tout en bas, les perdants, c'était l'Autriche, le Japon qui peine toujours à retrouver un niveau de fréquentation un peu plus élevé que ces dernières années. L'Italie, je l'ai mentionné, l'Allemagne qui a eu aussi encore des problèmes d'enneigement. La Corée du Sud, je reviendrai dessus. Et voilà un petit panorama rapide des gagnants et des perdants de la saison dernière.
Ce qui est remarquable, c'est que plusieurs pays, la saison 21-22, ont réalisé des records absolus de fréquentation qu'ils n'avaient jamais atteints jusque-là. Ils sont listés ici. On a l'Australie, la Bosnie-Herzégovine, la Chine, les États-Unis, la Finlande et la Suède ont tous eu un nombre de journées skieurs qui était jusque-là inégalé. Quelques autres faits et chiffres sur la dernière saison. Si on compare les prix moyens du forfait, c'est aussi intéressant de voir la différence fondamentale de business model entre les stations américaines qui ont des prix qui sont complètement irréalistes pour nous dans les Alpes. On voit la Suisse qui souffre des problèmes de change. Hein. Actuellement, le franc suisse est à parité avec l'euro. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière, 1 euro faisait 1 franc 50 suisse. Donc, on a quand même un écart au niveau des prix suisses qui était impossible à récupérer avec les stations concurrentes d'Italie, de France ou d'Autriche. Je précise bien que ces prix qui sont indiqués, ce sont les prix des forfaits dans les grandes stations. Donc, c'est une moyenne, mais qui correspond uniquement sur les grandes stations. C'est sûr que dans des petites stations familiales, on peut trouver skier pour beaucoup moins cher un peu partout. Alors, je parlais du business model américain. Ça me permet aussi de soulever le point de la conquête du marché par des grands acteurs, et notamment américains, puisqu'on assiste depuis quelques années à une tentative de croissance de Vail Resort au niveau des États-Unis. Ils sont sortis des États-Unis en allant au Canada, en prenant Whistler Blackcomb. Ils sont allés en Australie et ça les démangeait d'aller aussi en Europe. Le problème était de trouver un candidat. Ils l'ont trouvé dans la saison 21-22 à Andermatt-Sedrun. Ils ont investi 140 millions pour prendre une participation majoritaire dans les remontées mécaniques. La suite nous dira comment les choses se passent pour ce premier pas de Vail Resort en Europe. C'est intéressant de voir que d'un autre côté, Skistar, un acteur scandinave qui avait aussi tenté de s'étendre dans les Alpes, il était venu à St. Johann en Autriche, a fait marche arrière en disant que finalement, le modèle des stations autrichiennes ne correspond pas à leur business model et ils préféraient se retirer. Par contre, en Autriche, on a Tatry Mountain Resort, donc ça c'est un groupe de Slovaquie qui continue sa prise de participation. Donc, on voit qu'au niveau des grands sur le marché, il y a certaines stratégies qui sont différentes. Cette cour des grands, comme je l'appelle, en termes de fréquentation, représente 16% de la fréquentation mondiale qui est sur des stations qui sont concentrées dans les 7 plus grands exploitants. Je viendrai après sur la liste. On a 10 autres pourcents de la fréquentation mondiale qui est réalisée par d'autres groupes, et puis 74% de la fréquentation qui est réalisée essentiellement par des stations individuelles. Donc le business du ski, malgré les tendances qu'il y a eu, se consolide très peu au niveau international. On n'a qu'un nombre limité de grands acteurs. Alors vous connaissez tous la Compagnie des Alpes, qui pendant longtemps était le premier acteur. Sur ce graphique, vous avez les barres bleues qui sont le nombre de stations et les barres blanches, les journées skieurs. On voit qu'en termes de journées skieurs, la Compagnie des Alpes reste quand même un des leaders du marché, même si elle a été dépassée il y a quelques années par Vail Resort. Et vous voyez que Vail Resort, pour avoir quelques millions de journées skieurs de plus, a beaucoup plus de stations de ski. Le problème qu'il y a, je l'ai dit au début, on a 52 stations dans le monde entier qui font plus qu'1 million de journées skieurs. Donc, une fois qu'on a toutes ces stations, qu'on contrôle toutes ces stations, on est obligé de se tourner vers des stations plus petites et des consolidations comme celle de Vail, mais aussi celle de Altera Mountain Company, par exemple, se font sur des stations beaucoup plus petites. On a là-dedans un peu un outsider qui est MacEarth Group, qui est un groupe japonais, qui a beaucoup de stations, mais qui sont toutes des petites stations. C'est un groupe local qui est uniquement au Japon. Et puis ensuite, on a Savoie Station Ingénierie Touristique, mais
qui est un peu particulier puisque c'est un propriétaire, mais pas vraiment un exploitant de station. Et puis ensuite, Powder Corporation et Boeing Resort, qui sont aussi des acteurs américains. C'est davantage aux États-Unis qu'on a eu une consolidation dans les groupes industriels du ski en Europe, à part ce qui a été fait par la Compagnie des Alpes. Alors, d'un côté, on a des tout grands acteurs qui cherchent à se consolider, mais au niveau du professionnalisme de la branche, eh bien, je constate, aussi en faisant le rapport et en sollicitant les données, qu'on a deux extrêmes. D'un côté, on a le professionnalisme, le capitalisme financier qui devient plus marquant de certains acteurs, et de l'autre côté, on a des acteurs où l'amateurisme reste criant. On a toujours de la peine à donner des chiffres. On ne connaît même pas ces journées skieurs, on n'est pas intéressé d'avoir des KPI, donc on n'a même pas d'indicateur de gestion performant. Et cet amateurisme reste dans un certain niveau de station. Bon, c'est sûr que certaines toutes petites stations n'ont pas les moyens pour se payer du management expérimenté. Certaines stations fonctionnent même encore sur la base de volontariat, ça il faut le souligner. Mais de l'autre côté, ces stations qui sont très axées sur le capitalisme financier, et là je vise surtout les stations américaines, viennent aussi maintenant avec un manque de transparence. Typiquement, Vail Resort ne communique pas le nombre de journées skieurs réalisées par chacune de ces stations. Il ne donne qu'un chiffre global qui est bien sûr toujours en croissance, mais on ne sait pas si c'est les journées skieurs individuelles des stations qui sont en croissance ou si c'est parce qu'on rajoute toujours des stations si on ne fait pas une analyse fine. Et puis ce professionnalisme qui tend aussi à maximiser toujours ses revenus et qui pourrait tendre à se désintéresser du client. En tout cas, c'est certains retours que j'ai au niveau de stations américaines. Si je reviens en France, voilà le graphique avec les performances des différentes saisons. Et on voit que 21-22, j'ai déjà mentionné au passage tout à l'heure, était même meilleur que la moyenne quinquennale pré-Covid. On avait 2% de fréquentation de plus. Donc, même si la saison n'était pas la meilleure, elle n'était pas mauvaise du tout en France. Un petit flash sur un ou deux autres pays. En Chine, on a vu au niveau des années juste avant les Jeux olympiques un ralentissement du nombre de nouvelles stations qui sortaient de terre. On n'avait plus chaque année une station de classe mondiale qui sortait de terre. Mais depuis l'année des Jeux olympiques, ça a repris, ou même depuis 2021 déjà. Et vous voyez ici l'exemple d'une nouvelle station dans le Shaanxi qui est aussi sortie de terre. Et ce qui est remarquable, je l'avais déjà souligné l'année passée, c'est que maintenant, les remontées mécaniques, y compris les télécabines, sont des installations made in China. Un pays qui pose un peu souci, c'est la Corée du Sud, avec une descente aux enfers quasi continuelle. On voit que la saison 21-22 a repris un petit peu suite à 20-21 qui était très mauvais, mais on reste à un niveau très bas. Et puis, on a cette courbe qui rappelle ce qui s'est passé au Japon il y a une vingtaine d'années en arrière, hein, un déclin de l'industrie du ski qui a perdu au Japon 2/3 de sa fréquentation. Ben, en Corée, on a déjà quasiment perdu 50% de la fréquentation. Durant la saison 21-22, on a 6 stations qui sont restées fermées. On en a 3 qui étaient déjà fermées les années précédentes. On en a 3 nouvelles qui sont restées fermées. Bon, il y avait un peu des craintes en raison de la pandémie encore, mais ça démontre quand même que l'industrie du ski est un peu frileuse en Corée du Sud. Voilà un petit flash sur différents pays. Maintenant, j'aimerais, pour conclure la présentation, m'arrêter sur les risques qui s'accroissent ces dernières années pour les stations de ski et aussi leur vulnérabilité, je dirais. Les aléas climatiques, on les connaît, c'est quelque chose que les stations de ski vivent depuis un moment. Elles se sont aussi équipées, elles savent gérer ça. Je dirais que c'est presque le risque qui est le mieux apprivoisé. Mais tout d'un coup, cette saison 21-22 et cette saison courante 22-23, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des risques au niveau de l'énergie,
tout d'un coup des risques de pénurie d'électricité ou de prix de l'électricité qui allait monter. Et si on a l'électricité qui est multipliée par 4 ou par 5, c'est sûr que non seulement on a un risque, mais on augmente aussi la vulnérabilité des stations par rapport au niveau des coûts. Les pandémies, on l'a connu ces 3 dernières années, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais pensé qu'on fermerait des stations de ski à cause d'une maladie. Le ski bashing qui devient de pire en pire. Chaque fois qu'on a une occasion de casser du bois sur les stations de ski, manifestement, on le fait. C'est devenu une grande mode. La guerre en Ukraine a aussi montré que tout d'un coup, ça peut avoir une influence sur le business du ski avec des blocages. La clientèle russe était quand même une clientèle qui venait aussi skier dans différents pays d'Europe. Elle était déjà moins présente pour des problèmes de taux de change de rouble et suite à l'invasion de la Crimée. Mais là, le rideau de fer est retombé sur les visiteurs russes. Quelque chose qui est nouveau aussi maintenant, c'est le sabotage des installations dans les stations de ski. Alors, c'est nouveau, mais il y a déjà 2 pays qui ont perdu des stations de ski dans le passé à cause de sabotage des installations par des fanatiques. Malheureusement, on voit que ça apparaît aussi ici. C'est quelque chose qui devient dramatique. Et je dirais, à l'avenir, on aura peut-être encore davantage de restrictions. Typiquement, si on commence à restreindre l'utilisation des voitures individuelles, comment est-ce que les gens se rendront dans les stations de ski? C'est une question peut-être sur laquelle les stations de ski devraient aussi commencer à travailler pour anticiper et favoriser aussi le transport, puisque finalement la question du transport est une des questions qui pose le plus de problèmes au niveau des émissions des stations de ski. Donc on a une augmentation assez générale des défis, les défis économiques. Au niveau de la viabilité, c'est quelque chose qu'on a déjà depuis un moment. Le défi climatique, je l'ai dit. Le challenge, c'est de gérer la transition 4 saisons. Mais maintenant, vient s'ajouter ce défi au niveau de la politique, de naviguer dans un monde d'incohérence et d'hostilité. On a tellement souvent maintenant une vision binaire, le ski c'est bien ou le ski c'est mal, on n'arrive pas à trancher, à faire la part des choses. On a une inconséquence des antagonistes qui est absolument flagrante quand on a pointé du doigt avant la saison qui est encore en cours les remontées mécaniques comme étant des grands consommateurs d'énergie. Au niveau suisse, les remontées mécaniques consomment 0,3% de l'électricité. Dans les montagnes, on la produit d'une façon hydroélectrique. Donc, on a pointé du doigt les remontées mécaniques qui consomment 0,3% d'énergie électrique, alors qu'on tolère très bien une arme de destruction massive qui tue 1 million de personnes par année et qui est responsable de 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre, qui est la voiture. Donc, on a des raisonnements qui ne tiennent pas debout. On a la primauté d'idéologie. Maintenant, certains mouvements ne discutent plus les stations de ski. Il faut les bazarder, c'est tout. Ça devient une idéologie, un dogme. Et puis même au niveau politique, on a aussi des divergences au niveau des objectifs. Et puis on a certaines décisions ou certains raisonnements qui sont pris sur la base de fausses informations répétées assez souvent pour devenir des vérités. Et ça, c'est un défi de l'avenir encore, avec des instruments comme ChatGPT ou comme ça qui vont aussi servir à répéter de fausses informations. Donc voilà, comme je disais au début, c'est une saison d'espoir, mais aussi de défis 21-22, et la saison de suite vont aussi aller dans cette ligne-là. Donc voilà, l'édition 2023 du rapport international sur la neige et le tourisme de montagne est sortie. Vous pouvez vous procurer des copies imprimées. Les contributeurs qui ont participé au financement participatif recevront dans la journée un lien pour télécharger le rapport. Le but de ce rapport, c'est vraiment de continuer à mettre
à disposition de l'industrie des informations objectives pour justement arriver à naviguer dans ce flou d'informations biscornues, contradictoires et de fausses informations. J'ai terminé la présentation et je vais maintenant rendre l'écran à Jérôme qui va me poser les questions que vous aurez posées, mais il va animer cette partie questions. Jérôme, je te rends la parole. Présentation non exhaustive, mais il faut aller se procurer le rapport pour avoir encore plus d'informations, mais c'était déjà très complet. Alors, on a effectivement quelques questions. Tu as parlé tout à l'heure dans les risques, tu as parlé de sabotage. Quelles sont les stations auxquelles tu penses qui ont été victimes de sabotage et qui ont dû fermer ou qui ont été retardées dans leur ouverture ou dans l'ouverture complète de leur domaine? Alors, les stations que je mentionnais qui ont été carrément même détruites, c'était en Afghanistan et puis au Pakistan, hein, par des fanatiques islamiques, mais au nom d'idéologie. On a eu en Suisse la station de Villars qui a connu des prédations des systèmes d'enneigement, et on a eu en France aussi plusieurs stations qui ont eu des prédations à leur système d'enneigement. Pour l'instant, en Europe, ça s'est limité à des systèmes d'enneigement, heureusement, mais le jour où ça viendra sur des pylônes ou des choses comme ça commence à être inquiétant. Il faut espérer qu'il y ait un peu plus de raisons qui viennent et qu'il puisse y avoir plus de dialogue. Une autre question qui revient par rapport aux chiffres que tu as donnés et sur la poussée américaine. Est-ce que les solutions de ce qui passe de type Icon ou Epix sont pour toi une solution gagnante pour accélérer la fréquentation des stations? Elle a eu en tout cas beaucoup d'effets aux États-Unis en faisant venir skier davantage les skieurs qui étaient déjà skieurs. Elle pose par contre un problème pour l'accès au marché des débutants, parce que les débutants ne vont pas acheter ces passes saison qui sont trop chères pour eux et ils n'ont aucune confiance qu'ils vont les amortir. Et par contre, ces passes ont eu un effet collatéral de faire augmenter le prix à la caisse quand on vient à la dernière minute, qui devient rédhibitoire pour un débutant. Donc ça, c'est un peu problématique aux États-Unis. En Suisse, on a eu le Magic Pass qui a repris un peu le modèle des Epic, mais qui est géré d'une façon beaucoup moins extrême à ce niveau-là et qui, lui, peut même intéresser peut-être aussi des débutants d'une région qui habitent pas trop loin des stations de ski, puisque finalement, il y a de plus en plus de stations qui sont accessibles et aussi des stations pour débutants. Donc, si le système est bien mis en place, il a un effet vertueux, en tout cas sur les skieurs réguliers, et il peut l'avoir sur les skieurs occasionnels ou débutants si les choses sont bien faites et faites d'une façon équilibrée. Alors, tu parlais aussi de concentration du marché, notamment aux États-Unis. Est-ce que la baisse de l'enneigement des stations due au réchauffement climatique peut être, selon toi, un facteur d'accélération de cette concentration? Pas vraiment, parce que bon, la concentration a certains avantages des fois, mais elle ne porte pas non plus toujours beaucoup de fruits. Ce qu'on a vu beaucoup dans le passé, même dans les Alpes, c'est la fusion de sociétés remontées mécaniques qui sont connexes, hein, où les domaines skiables sont connexes et on a vraiment des synergies. Les dameuses passent d'un endroit à l'autre. On perd déjà toute une série de synergies quand les domaines ne sont pas reliés et ça rend déjà des fusions, des concentrations moins intéressantes. Et puis après, on a toute une culture de nos montagnes, aussi bien en France, en Suisse, en Autriche, qui fait que ce n'est pas si évident que ça de pénétrer une nouvelle station. Donc, je ne crois pas que le réchauffement climatique est un facteur qui va pousser les choses en avant. C'est assez difficile
je ne pense pas que ça facilite les choses. Une autre question, comment les stations peuvent s'adapter en termes de communication et d'aménagement pour répondre aux défis politiques qui émergent et auxquels elles doivent faire face aujourd'hui? Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que ces défis politiques sont des fois très externes et, comme je disais, basés sur des jugements, des fois pas seulement de l'extérieur. Alors, typiquement, avec la pandémie, on a aussi vu certains pays où les gouvernements sont plus loin des montagnes et prennent des décisions qui tenaient peut-être moins compte de ce qui se passait dans les montagnes. Mais effectivement, pour moi, il y a un lobbying à faire des stations de ski, des associations des stations de ski, pour que les pouvoirs politiques prennent bien la mesure du poids économique. Mais simplement, quand on a décidé de fermer des stations, on n'avait aucune idée du poids économique que représentaient véritablement les stations de ski. Dans l'industrie, on connaît ce multiplicateur de 6 ou 7 du chiffre d'affaires des remontées mécaniques sur les retombées globales, mais au niveau des politiques, ça semblait complètement ignoré. Personne ne s'est rendu compte des conséquences globales sur l'économie que ça aurait de fermer des stations de ski. Donc la pandémie a été, selon toi, une belle opération de communication pour la montagne. Ouais, ça a été aussi beaucoup de problèmes. Alors, une autre question, est-ce que la montée en gamme, constatée en termes d'hébergement, est-ce qu'elle est inexorable pour assurer la survie du modèle économique? Et dès lors, est-ce qu'on va considérer la pratique du ski comme une activité de luxe demain? Non, la montée en gamme, il faut peut-être relativiser les choses. Il y a un problème français de toutes ces résidences de tourisme qui ont été construites dans les années 60-70 et qui sont plus au standard que les gens veulent aujourd'hui. Même dans un HLM, on n'a pas une salle de bain comme on a dans les résidences de tourisme des années 60. Donc, il y a un problème de décalage par rapport à ce que les gens veulent. Et s'ils sont en vacances, ils n'ont pas envie d'avoir une salle de bain plus moche que celle qu'ils ont chez eux. Donc, on est obligé simplement de remonter le niveau des hébergements en France. Alors, c'est sûr qu'après, il y a certains, on franchit tout de suite plusieurs étapes et on monte dans le luxe ou en tout cas des choses plus luxueuses, mais je ne pense pas. Bon, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que le ski est quand même un sport qui demande un certain investissement. Donc, on a aussi en face une partie du marché qui a les moyens et qui est demandeur de loger confortablement. On a la concurrence entre les pays. Si vous allez skier en Autriche, vous êtes logé dans un hôtel 4 étoiles qui a été sans doute rénové pendant l'été, qui est en état tip-top. Donc, si on veut régater avec les concurrents étrangers, il faut avoir des produits aussi au niveau de l'hébergement qui sont à niveau. C'est bien joli d'avoir des belles pistes et des super domaines skiables, mais les gens ils passent de plus en plus de temps dans leur hébergement. Si on n'a pas un niveau qui correspond au marché, on perd des parts de marché. Alors, je vais avoir des questions qui seront peut-être redondantes avec des questions qui ont déjà été posées, mais là, le compteur s'affole. On revient sur les mégapasses, les mégapasses américains qui semblent avoir joué un rôle favorable dans l'âge de la fréquentation. Également, en Suisse, il est demandé si ce concept, selon toi, peut être développé dans d'autres pays, pardon, et est-ce que ça permet d'avoir un modèle vertueux? Oui, ça peut être développé ailleurs, ça permet d'avoir un modèle vertueux si c'est développé d'une façon vertueuse. Il y a des équilibres qu'il faut bien respecter. Et justement, je salue le Magic Pass parce que le Magic Pass, ils ont vraiment réussi à respecter un équilibre aussi bien du point de vue du client que du point de vue des exploitants qui ont un revenu minimum qui leur est garanti. Et ce n'est pas évident de trouver le niveau de prix et la façon de fonctionner qui soit idéal. Mais si c'est fait d'une façon vertueuse, c'est effectivement vertueux. Concernant la population des skieurs, on parle aujourd'hui d'un vieillissement de l'âge moyen du skieur depuis plusieurs années, ce qui pourrait être donc une source de problèmes demain sur le renouvellement du vivier des pratiquants. Est-ce que pour toi, c'est une tendance qui est constatée
partout, en Europe et à l'étranger, et quelles en seraient les principales causes aujourd'hui? Ou en tout cas, quels pourraient être demain les remèdes à apporter à la question? Alors, c'est quelque chose qui est constaté partout, à l'exception de la Chine. Mais sur tous les marchés matures, on a ce problème qui a déjà été annoncé et même assez anticipé depuis un moment, que les baby-boomers étaient une grande génération de skieurs, que les baby-boomers vieillissent et qu'il reste encore des skieurs assez longtemps, avec l'augmentation du confort du ski, des carvings, des remontées mécaniques confortables et tout ça. Ils ont skié même plus longtemps que c'était prévu initialement, mais on sait qu'ils vieillissent et qu'il va falloir les renouveler. Et d'où le challenge de faire venir des nouvelles générations qui n'ont pas forcément un arrière-plan culturel du ski et les attirer dans les stations. Et c'est un des challenges que j'ai clairement mentionné à la fin de mon rapport l'année passée dans ma présentation, c'est de dire le challenge numéro 1, c'est d'apprendre aux jeunes urbains à skier. Le challenge numéro 2, c'est de les faire venir dans les stations de ski. D'où ton exemple chinois avec les tapis de ski qu'on peut avoir en plein centre-ville et qui peuvent permettre aux débutants de s'initier à la pratique du ski Exactement. avant de monter en station. Exactement. Une autre question, les stations françaises ont maintenu leur niveau de fréquentation malgré la perte des clientèles russes et asiatiques. Est-ce que c'est vraiment le cas et quelles sont les clientèles qui sont venues remplacer ces clientèles qui se sont évaporées pour des raisons de politique et de conflits armés? Il faut relativiser les choses. Ces clientèles n'étaient jamais très, très importantes en volume. Hein. Les Russes dépensaient beaucoup d'argent dans certaines stations, et là, certains hébergeurs l'ont senti passer, ou certains restaurateurs, mais les Russes avaient déjà commencé à déserter les stations européennes à cause du cours du rouble. Ensuite, il y a déjà eu des sanctions depuis 2014 avec l'histoire de la Crimée. Donc les Russes, c'est un retrait progressif qui n'a pas fait un immense trou cette année. Et puis, les Asiatiques, c'était toujours une clientèle très, très limitée au niveau du ski. C'est presque davantage une clientèle pour l'été ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas des gros volumes. Ils ont été un peu compensés par des Britanniques, un peu compensés par d'autres nationalités européennes et par les Français. Et puis, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas une croissance des journées skieurs au-delà des niveaux moyens des dernières années avant Covid. Alors, concernant justement le ski asiatique, plusieurs questions. On me demande si tu as des informations sur la fréquentation cet hiver des stations autour de Tongli. Il y a eu un début de saison compliqué à cause de tous les Chinois ont attrapé le Covid en décembre, mais ensuite ça a bien redémarré. Alors c'est sûr que la saison n'est pas terminée, moi je n'ai pas encore des statistiques, mais apparemment les choses se passaient pas mal en Chine cette saison. On parlait d'un miracle chinois. Est-ce que ce miracle existe toujours ou est-ce qu'il s'est évaporé en termes d'ouverture de nouvelles stations, en termes d'exportation pour les fournisseurs principalement européens et enfin, est-ce que la fréquentation des stations chinoises s'est fortement ou très fortement développée? Il y a eu une stagnation de la fréquentation des stations chinoises puisque depuis l'apparition du Covid en début 2020, donc c'est la Chine qui a été la première touchée, on a eu un ralentissement. C'est aussi la Chine qui a repris en premier. Et puis, la saison 21-22, on était à un niveau plus haut qu'on n'avait jamais eu. Donc, on voit qu'après le trou, on a quand même repris et on est remonté à un niveau plus haut qu'avant. Alors après, il faudra encore maintenant attendre quelques années pour savoir au niveau de la fréquentation quelle est la trajectoire de cette… Est-ce que c'est une courbe qui continue à monter ou pas? C'est trop tôt pour le dire aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, des nouvelles stations, il en sort encore en Chine. Il faut bien relativiser que quand je parle de nouvelles stations, c'est vraiment des stations de ski avec des remontées mécaniques téléportées, des restaurants et une vraie station de ski.
Parce qu'on a beaucoup de stations de ski en Chine qui sont simplement un petit parc de neige avec quelques remontées mécaniques, quelques tapis roulants, comme je vous ai montré la photo tout à l'heure, mais certains qui font des très bonnes affaires. Au niveau des fournisseurs, là, la réponse est peut-être un peu différente, mais je vous ai aussi déjà donné un bout de réponse. Ce qu'on voit, c'est que les stations chinoises maintenant sont capables de s'équiper quasiment 100% en Made in China. Il y a peut-être encore sur l'enneigement et le damage, on n'a pas vraiment des produits chinois qui ont fait totalement leurs preuves. Mais autrement, on parlait de la station dans la région de Chongqing, il y a une station qui s'appelle Wanlong, qui est équipée quasiment 100% en remontée mécanique chinoise et qui fonctionne très bien. Est-ce qu'en termes de technologie et de confort, on est vraiment sur les standards des constructeurs européens? Et une autre question, est-ce que tu as des données en termes de part de marché entre aujourd'hui les équipementiers chinois versus les équipementiers européens? Le confort et la technicité des installations sont quasiment pareils. C'est même difficile de voir la différence entre une remontée mécanique chinoise, made in China, et puis une qui vient d'Europe. Il faut vraiment regarder de très près. Et ce qu'on voit, c'est que il y a 10 ans en arrière, on ne fabriquait pas des installations débrayables en Chine. Donc, tout ce qui était débrayable venait d'Europe. Maintenant, ils sont capables de les faire et on voit que dans les stations, on a à peu près la moitié des débrayables, en tout cas, qui sont chinois et la moitié qui restent européens. Parce que certaines stations, d'un certain standing, veulent maintenir aussi le niveau d'équipement sur les standards internationaux. Ils ne veulent pas forcément avoir que des équipements chinois. La différence de prix n'est pas non plus, c'est pas du simple au double. Je reviens en Europe. Tu parlais d'un danger qui pouvait être effectivement le désintérêt des skieurs pour le ski et de nombreuses stations qui travaillent justement sur l'expérience client. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous donner un peu des premiers ressentis qu'on pourrait avoir justement, c'est comment ramener les skieurs à la neige, comment ramener les skieurs à la montagne et comment ressusciter l'intérêt et l'envie de ces skieurs qui pourraient avoir tendance à, ou pour des raisons de prix, ou pour des raisons d'enneigement, ou pour des raisons diverses, s'écarter et aller faire d'autres loisirs ou d'autres pratiques. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'expérience client, parce qu'on pense améliorer l'expérience client avec la digitalisation. Alors, c'est sûr que c'est pratique, on peut faire des tas de choses, mais n'empêche que le client, il est toujours physiquement présent dans la station, il doit toujours prendre la remontée mécanique, et puis que si on lui envoie le télésiège dans les jambes ou je ne sais pas quoi, l'expérience client, elle est beaucoup plus concrète et sensible que ce qu'il aura expérimenté sur son téléphone portable. Moi, ça m'a surpris dernièrement, j'étais dans une station, on m'a pris les skis pour les mettre dans la télécabine et à l'arrivée en haut, on me les a enlevés, on me les a donnés dans la main. Donc, j'avais déjà vu ça en Asie, j'avais vu ça en Amérique du Nord, mais je n'avais jamais vu ça en Europe. Donc, il y a certains petits aspects qui ne sont pas du tout des nouveautés, mais des choses très traditionnelles dans l'expérience client qui doivent aussi et encore être soignés et qu'on néglige encore beaucoup trop. On parlait des nouvelles pratiques pour rester sur l'hiver et sur la neige. La première question, est-ce que tu notes une évolution dans les pratiques de ski? Et on pense notamment au ski de randonnée. Et la deuxième question est, est-ce que depuis que les stations essaient de faire évoluer leur business model pour aller plus sur de la montagne 4 saisons ou de la montagne toute saison, est-ce que tu notes une réelle évolution ou est-ce que l'or blanc reste et restera toujours la source de revenus principale des stations? Donc trois questions, Laurent. Oui, le ski de randonnée, c'est quelque chose qui prend de plus en plus, mais ça reste marginal par rapport à l'activité du ski. Ça représente peut-être 5% de l'activité du ski, donc ça reste marginal. Et puis, ça doit aussi être géré parce que ça devient un problème pour la sécurité dans les stations quand ces skieurs de randonnée remontent à l'envers sur les pistes.
la suite de la question, c'est au niveau de la transition 4 saisons, il ne faut pas se leurrer. Le ski, on arrive à traiter des volumes incroyables avec le ski. Moi, je dis toujours, on met facilement 20 000 personnes sur une piste de ski, mais on ne met pas les 20 000 personnes dans une piscine municipale. Donc, la transition ne se fait pas du jour au lendemain. D'abord, c'est un processus très, très long et les gens viennent quand même pour skier dans les stations de ski. Donc, en hiver, si on veut leur offrir d'autres activités, ben, il faut construire tout ça. Et c'est des petites choses qui se rajoutent de diversification. Et si on fait les choses d'une façon intelligente, ben, ce qu'on rajoute pour l'hiver, on s'arrange aussi pour que ce soit des activités qui puissent être utilisées 4 saisons aussi en été. Mais c'est vraiment, on compare deux choses. On compare quelque chose qui est capable d'accommoder 20 000 personnes avec des activités qui en accommodent 100 ou 200 ou 300. Donc, il faut en rajouter toute une série progressivement et sans non plus investir des montants qui rendent les choses rédhibitoires. C'est un phénomène très progressif qui prend du temps et qui n'a même pas forcément besoin d'être brusque d'un moment à l'autre. On va partir un petit peu plus à l'est, en restant quand même proche. Comment expliques-tu la chute de la fréquentation des journées ski en Autriche? C'est très simple. C'est qu'en début de saison en Autriche, il y a eu un confinement en décembre. Donc, finalement, les gens ne savaient même pas, les étrangers ne savaient pas s'ils pouvaient aller skier en Autriche. Même la population locale ne pouvait pas skier. Ensuite, vers la mi-décembre ou juste avant Noël, ils ont laissé les locaux venir. Et puis, c'est seulement en janvier que la clientèle internationale pouvait venir. Mais tout ce flou a fait perdre un mois au démarrage de la saison, ce qui explique le niveau de leur fréquentation la saison 21-22. Et quid des stations des pays de l'Est? Est-ce qu'elles ont tiré leur épingle du jeu ou elles ont été un peu suiveuses de stations de pays comme l'Autriche? Ça dépend des pays de l'Est. On en a comme un pays comme la Roumanie, par exemple, qui a eu 2 très bonnes saisons droit après le Covid, parce que justement, les gens sont restés chez eux. Même la Russie a aussi fait une très, très bonne saison pendant le Covid, parce que les gens sont restés chez eux. J'ai parlé aussi de la Bosnie-Herzégovine. Bon, la Bosnie-Herzégovine s'est tirée en haut par une station qui a été modernisée et élargie et qui tout d'un coup fait une fréquentation qui a été multipliée par plus que 10. Donc ça tire la fréquentation en haut. Mais je dirais dans une bonne moitié des pays de l'Est, la fréquentation, les 2 dernières saisons a été assez bonne. Je ne parle pas de la saison en cours qui n'est pas encore terminée, pour laquelle on n'a pas les chiffres. Mais les 2 dernières saisons ont été assez bonnes parce que justement, les gens voulaient quand même aller skier. Ils n'allaient pas à l'étranger et ils ont skié chez eux. Et ça peut présager d'une poursuite de l'augmentation de la fréquentation dans ces pays, comme dit la Roumanie, peut-être la Pologne. La Pologne a le potentiel pour avoir une croissance de séjour skieurs, c'est clair. Après, il faudra voir si ça se concrétise. Est-ce que d'un point de vue tarifaire, pour les Anglais, les Belges, les Espagnols, voire même les Français, est-ce qu'il est plus intéressant d'aller skier justement dans les pays de l'Est parce que nouvelles installations, parce qu'installations modernes? Est-ce qu'au niveau des forfaits, au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration, est-ce qu'un séjour est plus économique quand on va plus à l'Est? Oui, en tout cas, pour les Anglais qui doivent de toute façon faire un voyage en avion, donc le voyage en avion est neutre puisque de toute façon il est long et tout d'un coup leur séjour leur coûte moitié prix en Bulgarie plutôt qu'en France. Alors il y a certains qui font ce calcul. Ils trouvent que l'après-ski est aussi très bien en Bulgarie et ils vont aller là-bas. Mais finalement, je prends l'exemple de la Bulgarie puisque j'en parle. En Bulgarie, on n'a que 3 stations de classe internationale qui peuvent accueillir ce genre de clientèle. Donc, de nouveau, ce n'est pas non plus des phénomènes qui vont déséquilibrer complètement le marché. Tu parlais de Vail, de Powder Group, de ces conglomérats américains. Est-ce que les Américains aujourd'hui s'intéressent-ils à la France? J'imagine, mais ils ne doivent pas savoir comment rentrer.
Le problème, et c'est pour ça aussi je disais, il faudra voir comment ça se passe avec Andermatt. Il y a des problèmes culturels, il y a des problèmes. Simplement, le business model des stations américaines est tellement différent de celui des stations alpines. Disons, il y a un décalage. Ce sera intéressant de voir comment ça se passe à Andermatt. Et en France, le décalage est encore plus grand à cause de ce système des délégations de services publics et d'un contexte culturel spécifique des stations de ski et ainsi de suite. Je pense que s'ils en trouvent une, ils la prendront, mais ce n'est pas si évident que ça. Parlons alors, on va venir un peu sur le ski bashing, sur les mouvements activistes. Est-ce qu'aux États-Unis, il existe un ski bashing comme ça peut exister effectivement en France? Et est-ce qu'aux États-Unis, où il y a des stations où il n'y avait vraiment pas de manque de neige, est-ce qu'on peut considérer que le skieur américain moyen, ou en tout cas le pratiquant des stations américaines, a une conscience écologique aussi développée que le skieur moyen, le pratiquant moyen en Europe? Je dois te dire franchement, je ne suis pas au courant de la situation du ski bashing aux États-Unis. La conscience écologique, moi je dirais, je m'excuse, c'est mon avis, mais je ne suis pas persuadé que la majorité des skieurs en Europe ont une conscience écologique très forte. Sinon, ils ne viendraient pas en voiture dans les stations de ski. Aux États-Unis, ils ne vont pas en voiture, ils vont en avion. C'est peut-être encore pire, mais ça ne change pas grand-chose à la fin. On a fait le tour de pas mal de questions. Une dernière question. Laurent, tu parles de réticence des grandes stations à s'engager et investir dans le hors-neige. Quelles sont les principales raisons de cette réticence de la part des grands acteurs, selon toi? Alors, je ne dirais pas que c'est une réticence, mais c'est une difficulté parce qu'on a beaucoup d'acteurs dans une station. Mais simplement, prenez l'exemple de dire on veut ouvrir, on veut que les commerces, les restaurants, tout soit ouvert toute l'année. Et bien, dans une grande station, on a affaire à 200 personnes différentes qui ont chacun leur idée. Certains ont leurs habitudes d'aller sur la Côte d'Azur à tel moment ou d'aller à, je sais pas, à Tahiti, et ils voudront laisser fermer leur restaurant pendant cette période, alors qu'on doit avoir tout le monde qui travaille et qui tire à la même corde et qui va, pour que le cercle devienne vertueux, il faut vraiment que tout le monde joue le jeu. Donc, la difficulté vient du nombre d'acteurs et certains acteurs se contentent encore très bien de la saison d'hiver. C'est ça le paradoxe, hein, c'est que certains opérateurs, pas forcément les remontées mécaniques, mais il y a certains hôteliers ou certains restaurateurs, ça leur va très bien comme ça. Merci. Je reviens sur le ski bashing. Une question sur justement le décalage dans le ski bashing qu'il peut y avoir entre la France et ses voisins européens. On fait part que sur des pays comme l'Autriche ou la Suisse, ces pays sont moins sujets à ce ski bashing alors qu'ils ont exactement les mêmes problématiques. Et que les gens ont été, pour ceux qui ont pu aller visiter ces stations, surpris que dans le bilan carbone, on incluait effectivement la neige de culture, les moyens de chauffage des équipements à la montagne. En revanche, on n'intégrait pas forcément les frais d'approche et les trajets en voiture pour venir à la montagne. Et est-ce qu'il y aurait un lobby qui est mieux organisé au niveau des bilans carbone des stations? Comment se fait-il qu'on n'ait pas la même dimension de ski bashing dans ces pays par rapport à la France, qui aujourd'hui est quand même très exposée? Très franchement, Jérôme, moi je pense, il faudra que je fasse aussi un palmarès du ski bashing dans mon prochain rapport, mais que le niveau de ski bashing, il est pareil dans tous les pays d'Europe, ou en tout cas de même niveau. Moi j'ai assisté en Bulgarie à une conférence qui était organisée par la ministre du Tourisme et le ministre des Sports, où ils voulaient faire un débat public sur les stations de ski.
et ils ont été hués au début de la conférence par des gens qui n'ont même pas participé après à la table ronde, qui étaient là juste pour pour semer la zizanie et cracher sur le business du ski, d'une façon que j'ai même jamais vue ailleurs en Europe. Donc, pour moi, on a dans tous les pays d'Europe ce problème de ski bashing. Petite question d'actualité. Qu'est-ce que tu penses des prochains Jeux d'hiver asiatiques qui vont se dérouler en Arabie Saoudite? Je suis très curieux de voir comment ça va marcher. C'est une bonne réponse. Je pense qu'on a fait le tour des nombreuses questions. Si vous avez encore des envies de poser des questions à Laurent, on peut prendre encore une ou deux questions. La liste se réduit. Merci très cher Alexandre de faire le nettoyage. Je pense qu'on a bien fait le tour. On a beaucoup parlé effectivement d'équipement, de saison, de stations, 4 saisons, stations d'hiver, de ski bashing, des grands opérateurs versus les plus petits opérateurs. Venez chercher toutes les réponses à vos questions au prochain Mountain Planet en 2024 à Grenoble du 16 au 18 avril. On sera encore plus en mesure de vous présenter les dernières innovations. Merci Laurent pour ce webinaire toujours très intéressant. Est-ce que nous allons envoyer la vidéo en replay? J'ai malheureusement raté le début, donc la vidéo sera effectivement postée sur le site ou sur le YouTube de Mountain Planet. Laurent, que pensez-vous des systèmes de niveau culture all-weather snowmaking? C'est quelque chose qui est pas mal pour dépanner peut-être en bas de pistes qui sont vraiment exposées, mais après, c'est un problème économique. On ne peut pas installer des installations comme ça sur 25 km de piste. Et simplement, ça n'a pas de sens au niveau économique aussi. Absolument. Je dois filer, je vous remercie. Donc, force est de constater que cette présentation du tourisme, de la neige et de la montagne a intéressé beaucoup de gens. Vous avez été nombreux, vous êtes encore 51 en ligne. Il n'y a plus de questions, on va peut-être te libérer Laurent et te donner rendez-vous à 17 h en langue anglaise pour adresser nos amis américains et nos amis asiatiques. Et pour ceux qui voudraient revoir le début de la présentation, vous pouvez donc le voir en replay effectivement sur le site de Mountain Planet ou à 17 h en anglais, c'est pas mal non plus. Laurent, un grand merci. Alexandre, merci pour avoir organisé de main de fait cette nouvelle présentation du rapport. Et merci à tous d'y avoir assisté. On vous dit à très bientôt. À très bientôt et n'oubliez pas de noter dans vos tablettes 16 au 18 avril 2024 à Grenoble pour les 50 ans du salon Mountain Planet. Merci à tous et très belle journée.